Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman qui s'intitule Le Rouge et le Noir. Il s'agit d'un roman de Stendhal publié en 1930. L'action commence à Verrières, en Franche-Comté. Le maire de cette ville s'appelle Monsieur de Rênal. Monsieur de Rênal dit au curé qu'il veut Julien pour en faire un précepteur pour ses enfants contre 300 francs par an. Le but de Monsieur de Rênal est de rendre jaloux Valenod qui vient d'acheter 2 chevaux, et pour imposer. Le maire va chercher Julien à la scierie. Son père le surprend en train de lire au lieu d'occuper son poste. Son père le bat. Le livre de Julien tombe dans le ruisseau. Il s'agissait du mémorial de Sainte-Hélène. Le lendemain, le père renégocie le salaire de son fils par appât du gain. Julien se présente chez les de Rênal. Il a presque 19 ans. Julien demande aux enfants de lui faire réciter la Bible en latin. Il y arrive et devient une attraction. Jaloux du sort de Julien, ses frères viennent dans la propriété pour le frapper. Élisa, la femme de chambre de Madame de Rênal, tombe amoureuse de Julien. Madame de Rênal remarque que Julien manque de linge. Elle veut lui offrir de l'argent pour qu'il s'en achète en cachette de son mari, mais Julien refuse. Son mari est outré qu'un domestique n'obéisse pas et il donne 100 francs à Julien pour qu'il puisse s'acheter des vêtements. On apprend que Madame de Rênal est une héritière d'une tante riche et qu'elle a été mariée à 16 ans. Élisa reçoit un petit héritage. Elle demande au curé un mariage avec Julien. Julien refuse, ce qui rend triste Élisa, mais rend joyeuse Madame de Rênal. Madame Derville vient à la maison. Lors d'une soirée passée à l'extérieur, Julien touche la main de Madame de Rênal, qui la retire. Il se met en tête de prendre sa main. Le lendemain, il arrive à retenir sa main. Monsieur de Rênal va changer la paille des matelas des domestiques. Julien dit à Louise qu'il a un portrait caché sous son matelas. Il demande à Louise d'aller le chercher. C'est le portrait de Napoléon, mais il lui demande de ne pas regarder le portrait. Elle s'imagine que c'est le portrait d'une de ses soupirantes, ce qui la rend malade. Julien obtient 3 jours de congé, ce qui rend encore plus mal Louise, car elle croit que Julien va profiter de ces jours-là pour aller voir ses amoureuses. Il va en fait voir Fouquet, un ancien ami. Son ami lui propose d'être son associé dans le commerce du bois. Julien refuse. Quand Madame Derville voit son ami changer de vêtements pour d'autres plus coquets, elle devient certaine que son amie est amoureuse. Julien donne un rendez-vous à Louise de Rênal une nuit dans sa chambre. La porte de la chambre de Madame de Rênal est ouverte. Ils deviennent amants. Julien y retourne les soirs suivants. Le roi doit venir dans quelques jours. Madame de Rênal fait venir un uniforme pour que Julien défile à cheval. Son apparition fait scandale dans le village car Julien est de trop basse condition pour parader dans de si beaux vêtements. Un des fils de Louise, Stanislas, tombe malade. Madame de Rênal pense que c'est Dieu qui a voulu se venger de sa liaison. Elle croit qu'en haïssant Julien, elle empêchera la mort de son fils. Elle repousse Julien durant quelque temps. Finalement, l'enfant se remet, ils continuent tous deux leur liaison. Élisa comprend qu'ils sont amants et elle ébruite des racontards dans le village. Monsieur de Rênal reçoit une lettre anonyme dans laquelle on dénonce une liaison entre sa femme et Julien. Monsieur de Rênal lit la lettre et veut d'abord les tuer tous les deux. Madame de Rênal vient avec une autre lettre qu'elle a elle-même fabriquée avec Julien, et elle recommande à son mari de virer Julien, non pas pour se séparer de lui, mais pour les innocenter. Madame de Rênal dit à son mari que Julien veut monter en grade dans le domaine de la religion
qu'Élisa et Valenod se voyaient en secret, que cette amourette se passait en même temps que Valenod lui envoyait des lettres. Monsieur de Rênal lit ces fameuses lettres. Julien obtient un congé d'une semaine. Il va à Verrières pour voir l'abbé Chélan qui a été destitué. Madame de Rênal revient à Verrières. L'abbé dit à Julien d'aller au séminaire à cause des racontars du village. Il revient 3 jours plus tard dire au revoir à Madame de Rênal, qui, gauche, n'arrive pas à dire à Julien qu'elle est amoureuse de lui. À Besançon, Julien rencontre une serveuse dans un café qui s'appelle Amanda. Il se rend ensuite au séminaire. Quand il voit l'abbé Pirard, il s'évanouit. Une lettre de l'abbé Chélan l'a recommandé au directeur du séminaire. Les séminaristes sont pour la plupart des êtres grossiers et Julien n'arrive pas à s'adapter à eux. Son ami Fouquet vient le voir. Il lui apprend que Madame de Rênal est tombée dans la dévotion suite au départ de son ami. Julien va aider un abbé à décorer la cathédrale. Julien y rencontre par inadvertance Madame de Rênal qui s'évanouit. Madame Derville lui dit de s'en aller avant qu'elle reprenne connaissance. C'est ce que fait Julien. L'abbé Pirard permet à Julien de manger tout seul et d'avoir la clé du jardin. L'abbé Pirard pose sa démission. Le marquis de La Mole reçoit l'abbé Pirard. L'abbé Pirard lui recommande de prendre Julien comme secrétaire car il a peur que Julien se fasse harceler au séminaire. Avant d'aller à Paris, Julien passe chez Madame de Rênal. Julien croit à tort que Madame de Rênal ne l'aime plus. Il apprend que Madame de Rênal lui a envoyé des lettres, mais il n'en a reçu aucune. L'Église a conseillé à Madame de Rênal d'abandonner son amour pour Julien et de le conserver pour son mari. Madame de Rênal cache Julien dans la chambre d'amis de Madame Derville. Il y passe une première nuit. La seconde nuit, comme il faisait trop de bruit, Monsieur de Rênal vient toquer à la porte. Julien se sauve par la fenêtre, il se fait tirer dessus, mais n'est pas touché. Julien va à Paris et est embauché par le marquis de La Mole. Il rencontre ses 2 enfants, Norbert et Mathilde. Un jour, Julien est étonné que Mathilde porte le deuil. Quelqu'un lui apprend qu'il y a quelques siècles, Marguerite de Navarre a réclamé la tête de son amant après que celui-ci ait été décapité avant de l'enterrer dans une chapelle. Mathilde ne fait que de se souvenir de son aïeul. Mathilde parle beaucoup à Julien. Elle lui envoie des lettres. Mathilde lui écrit de venir la voir une nuit chez elle et de prendre une échelle. Après une nuit d'amour, Mathilde est froide avec lui pendant quelques jours. Ce n'est qu'après que Julien est menacé de la tuer avec une épée que Mathilde semble de nouveau amoureuse de lui avant de s'éloigner de lui encore une fois. Le marquis de La Mole donne une mission à Julien. Il doit effectuer une mission secrète. Le but est que Julien aille à Strasbourg pour transmettre, avec l'aide de sa mémoire, le compte-rendu d'une réunion de conspiration. À son retour, pour rendre jalouse Mathilde, Julien fait semblant de courtiser Madame de Fervaques. Pour cela, il lui écrit des lettres données par le comte Korasoff. Julien arrive à jouer la comédie durant 6 semaines. Julien se retrouve dans la loge de Madame de Fervaques et quand il aperçoit que Mathilde est en train de pleurer, il arrête son manège et ils finissent par se rejoindre. Mathilde est enceinte. Elle prévient son père que Julien sera son mari, ce qui met le marquis dans une rage folle. Après s'être calmé, le marquis de La Mole fait de Julien un lieutenant de hussards. Son nom change en Julien de la Vernet. Le mariage est finalement annulé. Le marquis s'est renseigné sur Julien auprès de son ancienne maison. Madame de Rênal lui a parlé de Julien. Il serait un homme qui utilise la séduction près des femmes pour monter dans la société. Julien se rend à Verrières à l'église. Il y voit Madame de Rênal et il lui tire dessus à 2 reprises. Madame de Rênal ne meurt pas. Julien va en prison. Mathilde vient voir Julien.
Elle essaie de corrompre des membres du jury et des avocats avec son argent. Madame de Rênal prend la défense de Julien en disant que ce n'était qu'un coup de folie. Julien est conduit au palais de justice. Il se défend mal car il dit ce qu'il a sur le cœur, c'est-à-dire l'inégalité qui fait que les bourgeois condamnent les pauvres qui ont voulu sortir de leurs conditions. Il est condamné à mort. Madame de Rênal vient le voir au cachot. Julien remarque qu'il n'aime qu'elle et non Mathilde. Il reçoit son père qui lui demande de l'argent pour rembourser ses frais d'éducation. L'héritage ira à son père et à ses frères. Julien revoit Fouquet qui, lors de la décapitation de Julien, enlève Madame de Rênal et Mathilde pour les empêcher d'assister à la mise à mort. Mathilde vient voir le corps de Julien. Elle embrasse sa tête. Le corps de Julien est enterré. Mathilde s'occupe d'enterrer sa tête. Madame de Rênal, qui devait s'occuper de l'enfant, meurt quelques jours plus tard. Le roman retrace la vie de Julien Sorel de ses 18 ans jusqu'à ses 23 ans. Durant ces 5 années, Julien essaie de gravir à l'échelle sociale. Sa place ne lui convient pas et il essaie de grimper bien que le système de classe à l'époque était rigide. Il passe d'un état de paysan à celui de précepteur. Il devient ensuite secrétaire personnel d'un homme puissant et dans une 4e étape, il est au point le plus bas. Il est un criminel et en plus, il est condamné à mort. Le roman est découpé en 2 parties. La partie 1 relate l'entrée de Julien dans la maison des de Rênal. Cette partie raconte la relation que Julien a avec Madame de Rênal, une femme mariée. Elle met du temps à reconnaître son intérêt pour Julien, sûrement car elle n'est jamais tombée amoureuse. Elle s'est mariée à 16 ans, sûrement sans amour. Elle n'a pas connu d'autre homme. La partie 2 relate la relation que Julien a avec Mathilde, qui est une femme à marier, et cette partie traite de la mort du personnage principal. Pour Julien, la meilleure façon de monter l'échelle sociale est tout d'abord représentée par une entrée dans l'armée, puis il pense qu'il s'agit plutôt de l'Église avant de se rendre à l'évidence que l'ascenseur social est surtout représenté par le mariage. La séduction de Julien passe par des défis qu'il se donne, par exemple toucher la main de Madame de Rênal avant telle heure, puis ensuite garder sa main dans la sienne. Il n'y a que par les défis que Julien avance, sinon il ne ferait rien. Au début, il n'a pas l'air d'avoir des sentiments vers ses maîtresses. Il ne met en place qu'une stratégie. Les sentiments viennent plus tard. Julien a du mal à s'imaginer que l'on puisse l'aimer. Quand il voit Madame de Rênal avant de partir pour Paris, il s'imagine qu'elle l'a déjà oublié et qu'elle ne l'aime pas. Quand Mathilde lui envoie des lettres, c'est forcément pour se moquer de lui. Ce sont toujours les femmes qui tombent amoureuses en premier de Julien. Julien s'en aperçoit et il en profite car il voit là une ascension sociale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les individus dans ce roman ne sont pas stables. Julien est parfois courageux, mais quelquefois il est timide et il n'ose pas faire les choses. Madame de Rênal parfois s'en veut de la relation qu'elle a avec Julien et veut le repousser, mais quelques secondes plus tard, elle est contente qu'il soit là. Mathilde parfois est pleine d'amour pour Julien et le lendemain, elle est froide avec lui. Il y a d'un côté les gens qui ont trop et de l'autre côté les gens qui n'ont pas assez. Dans ce roman, les gens qui ont trop ne pensent pas aux soucis d'argent, ils s'ennuient, ils font face à la monotonie, ils doivent trouver des occupations, ils n'ont aucune envie d'ascension sociale car ils ont déjà tout et ils ont une non-tolérance envers les pauvres. Les gens qui n'ont pas assez pensent à l'argent dans le sens où il en manque, sont généreux, manquent de confort matériel. Par exemple, il y a le cas des chemises qui manquent à Julien, les matelas sont en paille. Les gens qui n'ont pas assez travaillent pour les autres
Ils ont un désir d'ascension sociale ou un désir de devenir plus riche, c'est le cas de Julien ou de la famille de Julien. Et les gens qui n'ont pas assez ont une jalousie envers les plus aisés. Le gros problème de Julien est sa fierté. Il aime Napoléon, se compare souvent à lui et veut la même ascension que lui. Son ambition est démesurée. Il a, puis il veut toujours plus et il n'a jamais assez. Arrivé tout en haut de l'échelle, il serait capable de vouloir encore plus. Il se donne trop de valeur. Le curé remarque très vite qu'il est vaniteux, notamment quand il refuse le mariage avec Élisa. Il ne peut pas se contenter d'une femme de son rang. À chaque fois, il prend des femmes au-dessus de son rang. Julien veut que tout le monde lui accorde de l'importance. Par exemple, il a failli se battre car l'homme du café l'a soi-disant regardé de travers. C'est sa fierté qui le fait tuer. S'il n'avait pas dit tout ce qu'il avait sur le cœur sur l'inégalité sociale, s'il avait fait profil bas, peut-être que les jurés ne l'auraient pas condamné à mort. Mais il a fallu qu'il montre leur richesse du doigt et qu'il s'oppose à l'idée prédominante des riches à cette époque, c'est-à-dire que les pauvres sont en bas et doivent le rester. Ils doivent, à la limite, remercier les riches pour leur fournir du travail et de quoi subsister. À la fin du roman, Julien parvient enfin à être honnête envers lui-même et envers les autres. Il remarque qui il aime vraiment, il dit ses opinions sur les bourgeois, il accepte la condamnation à mort, il ne cherche pas à faire un recours. À la fin, on apprend la mort de Julien et aussi celle de Madame de Rênal, mais on ne sait rien sur Mathilde. On ne sait pas si elle va se suicider, si elle va devenir folle, on ne sait pas si elle va épouser un autre homme ou si elle va rester célibataire le reste de sa vie. Une fois de plus, les deux amants sont de nouveau réunis. Mathilde, encore une fois, reste toute seule. Nous allons tout d'abord analyser le caractère de Julien. Julien est un rêveur. La première fois que le lecteur rencontre Julien, il est en train de lire au lieu de faire son travail. Dès le début, on voit que Julien ne voulait pas rester à sa place. Il n'est pas l'égal de ses frères, il est plus sensible qu'eux. Il est fait pour un travail intellectuel et non manuel. Les livres sont là pour lui permettre de s'échapper du métier de sieur. Les livres l'intéressent davantage que le travail de paysan. Il a un physique frêle, il est jeune, il a 18 ans, il est maigre, il a les traits fins. On le prend parfois pour une fille tant sa silhouette est frêle. Il est faible psychologiquement. Il est parfois intimidé quand il arrive par exemple chez les de Rênal. Il tombe quelquefois dans les pommes ou il est parfois frêle physiquement quand il a une émotion violente. Julien a tout appris dans les livres de religion, mais il lui manque une certaine partie du savoir. Il ne sait pas quelle est la politique en vigueur, quelles sont les intrigues entre les différents personnages. Il ne sait pas bien écrire, comme le fait remarquer le marquis de La Mole. L'abbé Pirard remarque qu'il est bon dans certains domaines de la religion, mais qu'il est ignorant sur certaines parties. Il apprend le monde quand il est chez les de Rênal, mais aussi quand il est chez les de La Mole, qui lui fera connaître les premières réceptions. Julien ne sait pas comment séduire les femmes. Si les femmes n'étaient pas déjà amoureuses, cela en rebuterait plus d'une, et se contente de réciter des phrases qu'il a lues, comme dans la nouvelle Héloïse. Et cela marche plutôt bien, car les femmes ne remarquent pas la supercherie et confondent ses véritables sentiments avec les phrases d'un personnage de roman. Julien ne pense pas beaucoup à l'argent, il pense plutôt à l'ascension sociale. C'est son père qui marchande son prix au départ et quand il reçoit des augmentations, ça n'a pas l'air de vraiment lui faire plaisir. Il ne dépense pas beaucoup son argent, il se contente de l'amasser, non pas par avarice, mais car l'argent ne l'intéresse pas tellement. Par exemple, quand son ami lui propose d'être son associé et de gagner pas mal d'argent, il décline l'offre.
Ce n'est pas le père qui donne sa fortune à son fils, c'est le contraire, c'est le fils qui la donne à son père. Julien meurt par ailleurs le premier. Nous allons analyser le caractère de Mathilde. Mathilde est le personnage le moins important du roman. C'est une petite peste. Je me demande comment elle a pu attirer tellement de courtisans autour d'elle qui ne sont sûrement attirés par elle que pour l'argent et pour la position sociale. Elle a l'air jolie, mais c'est quelqu'un qui profite des autres. Elle peut être cruelle, superficielle et méchante. Quand elle accorde quelque chose, on ne sait pas comment elle va être le lendemain. Elle a des lubies qu'elle est la seule à suivre, par exemple porter le deuil pour ses ancêtres ou donner une signification à un vase brisé. Elle veut toujours de la distraction, de l'inattendu. Personne ne peut jamais montrer son attachement, sinon elle fera souffrir cette personne, alors que cette souffrance ne lui apporte rien. Elle veut Julien alors qu'il n'était pas amoureux d'elle. Julien doit user de stratagèmes pour l'avoir. L'amour ne peut pas provenir d'elle seule. Il faut la manipuler pour qu'elle s'attache à quelqu'un et cesse de le faire souffrir. Elle a des réactions atypiques. Quand Julien veut la tuer, elle pense qu'elle a de la chance car ce geste est celui d'un amour passionné. Nous allons analyser le caractère de Madame de Rênal. Au début du roman, Madame de Rênal est une femme admirable. Les autres l'admirent car elle a toujours fait ce que la société lui demandait de faire. Elle s'est mariée jeune à quelqu'un de sa caste. Elle ne cherchait pas à se rebeller, elle n'a jamais fait d'écart. Elle est la bonté, elle ne pense pas comme son mari. Elle ne prendra conscience des pensées injustes de son mari qu'à partir du moment où elle aimera Julien Sorel. C'est une femme intelligente, elle sait comment manipuler son mari, qui est pourtant le maire de la ville. Elle est belle, même à 30 ans, et même après 3 grossesses. Elle est naïve, elle ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse. Elle imagine souvent les choses autrement que dans la réalité. Par exemple, c'est montré quand elle imagine que le précepteur va fouetter ses enfants. Auparavant, elle accordait peu d'importance à ses vêtements. Ce n'est que quand elle veut plaire à Julien qu'elle se met à s'habiller mieux. Elle est très dévote, ainsi quand son enfant tombe malade, elle croit que c'est Dieu qui a fait ça pour se venger de sa liaison avec Julien. Toutes les décisions importantes concernant Julien sont prises en accord avec quelqu'un de la religion. Quand elle est triste du départ de Julien, elle se rend dans des églises. Madame de Rênal ne remet jamais en question son amour pour Julien, sauf quand son fils est malade, mais cela ne l'empêche pas de remettre le couvert juste après. Elle ne se dit pas que ce qu'elle fait est mal. Elle s'imagine qu'elle est discrète dans ses sentiments. Or, son amie et Élisa ont bien remarqué ce qui se tramait entre Julien et Louise de Rênal. Seul le mari ne remarque rien et ne croit pas les racontars du village. Madame de Rênal pardonne tout à Julien. Elle va même jusqu'à lui pardonner sa tentative d'homicide. Elle pense à Julien, par exemple, quand il lui manque des vêtements. Elle n'est pas comme ça avec tout le monde. Elle ne s'intéresse pas aux vêtements des autres domestiques. Elle est même parfois assez brutale avec Élisa. Elle a même fait pleurer une fois. Quant à Monsieur de Rênal, il ne pense qu'à l'argent et à la rentabilité. Il pense aussi à en mettre plein la vue aux voisins. Il a aussi des croyances fausses comme sa femme. Sa plus grande phobie est que son adversaire Valnod lui vole Julien. Le titre Le Rouge et le Noir fait référence à plusieurs choses. Déjà, le titre fait référence aux aspirations de Julien, qui se dirige quelquefois vers l'armée, les soldats portés du rouge, quelquefois vers la religion, les prêtres portés du noir. Deuxièmement, le rouge peut faire référence à l'amour et le noir à la mort. Les deux couleurs peuvent faire aussi référence à deux choses complètement opposées. À l'époque, il y avait deux groupes politiques. D'un côté, il y avait ceux qui étaient pour l'Empire, les libéraux qui prenaient plus d'égalité entre les différentes castes, et de l'autre côté, nous avions les royalistes qui voulaient faire garder le pouvoir dans les mains des riches. Le titre
peut faire référence aux sentiments non constants des personnages de livres qui parfois aiment ce qu'ils font et parfois rejettent ce qu'ils viennent de faire. Dans un dernier point, le rouge et le noir peuvent faire référence aux deux femmes de la vie de Julien. Il y a Madame de Rênal, qui est plutôt une femme discrète, introvertie et qui correspondrait plutôt au noir. Mathilde est une femme extravertie et correspondrait plutôt au rouge. Il retirait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit. Ton mari est-il à la ville, lui dit-il, non pour la braver, mais emporté par l'ancienne habitude. Ne me parlez pas ainsi de grâce où j'appelle mon mari. Je ne suis déjà que trop coupable de ne pas vous avoir chassé, quoi qu'il pût en arriver. J'ai pitié de vous, lui dit-elle, cherchant à blesser son orgueil qu'elle connaissait si irritable. Ce refus de tutoiement, cette façon brusque de briser un lien si tendre et sur lequel il comptait encore, portèrent jusqu'au délire le transport d'amour de Julien. « Quoi, est-il possible que vous ne m'aimiez plus ?» lui dit-il avec un de ces accents du cœur, si difficiles à écouter de sang-froid. Elle ne répondit pas. Pour lui, il pleurait amèrement. Réellement, il n'avait plus la force de parler. Ainsi, je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. À quoi bon vivre désormais? Tout son courage l'avait quitté dès qu'il n'avait plus eu à craindre le danger de rencontrer un homme. Tout avait disparu de son cœur, hors l'amour. Il pleura longtemps en silence. Il prit sa main, elle voulut la retirer, et cependant, après quelques mouvements presque convulsifs, elle lui la laissa. L'obscurité était extrême. Ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de Madame de Rênal. Quelle différence avec ce qu'il y avait il y a 14 mois, pensa Julien, et ses larmes redoublèrent. Ainsi, l'absence détruit sûrement tous les sentiments chez l'homme. Daignez me dire ce qui vous est arrivé, dit enfin Julien, embarrassé de son silence et d'une voix coupée par les larmes. Sans doute, répondit Madame de Rênal d'une voix dure et dont l'accent avait quelque chose de sec et de reprochant pour Julien. Mes égarements étaient connus dans la ville lors de votre départ. Il y avait eu tant d'imprudence dans vos démarches. Quelque temps après, alors que j'étais au désespoir, le respectable monsieur Chélan vint me voir. Ce fut en vain que, pendant longtemps, il voulut obtenir un aveu. Un jour, il eut décidé de me conduire dans cette église de Dijon, où j'ai fait ma première communion. Là, il osa parler le premier. Madame de Rênal fut interrompue par ses larmes. Quel moment de honte! J'avouai tout. Cet homme si bon daigna ne point m'accabler du poids de son indignation. Il s'affligea avec moi. Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer. Je les cachais soigneusement, et quand j'étais trop malheureuse, je m'enfermais dans ma chambre et relisais mes lettres. Celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup, elle jeta un petit cri et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière. Son ami, qui était près d'elle, s'élança pour la secourir. En même temps, Julien vit les épaules de la dame qui tombait en arrière. Un collier de grosses perles fines en torsade, de lui bien connu, frappa ses regards. Que devint-il en reconnaissant la chevelure de Madame de Rênal? C'était elle. La dame qui cherchait à lui soutenir la tête et à l'empêcher de tomber tout à fait était Madame Derville. Julien, hors de lui, s'élança. La chute de Madame de Rênal eût peut-être entraîné son ami si Julien ne les eût soutenus. Il vit la tête de Madame de Rênal pâle, absolument privée de sentiments, flottant sur son épaule. Il aida Madame Derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille. Il était à genoux. Madame Derville se retourna et le reconnut. « Fuyez, monsieur, fuyez !» lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère. « Que surtout, elle ne vous revoie pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur. Elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fuyez. Éloignez-vous s'il vous reste quelque pudeur. » Ce mot fut dit avec tant d'autorité, et Julien était si faible dans ce moment qu'il s'éloigna. « Elle m'a toujours haï, se dit-il en pensant à Madame Derville.
Au même moment, le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église. Elle rentrait. L'abbé Chabernard appela plusieurs fois Julien, qui d'abord ne l'entendit pas. Il vint enfin le prendre par le bras derrière un pilier où Julien s'était réfugié à demi-mort. Il voulait le présenter à l'évêque. « Vous vous trouvez mal, mon enfant, lui dit l'abbé, en le voyant si pâle et presque hors d'état de marcher. Vous avez trop travaillé. » Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouqué eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre devant elle la tête de Julien, et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et, à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux en longs vêtements de deuil, et à la fin du service leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouqué, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouqué faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants.